En 59 avant Jésus-Christ, Jules César est nommé proconsul des provinces de Gaule cisalpine et de Gaule transalpine, c'est-à-dire la Gaule narbonnaise, qu'on appelle tout bonnement la province, et ces provinces vont lui servir de base de départ pour la conquête d'une autre partie des Gaules. Il se trouve qu'à cette époque, la tribu des Sabres, dont en fait on ne sait pas très bien si ce sont des tribus germaniques ou des tribus celtiques, mais ils viennent du Danemark, donc admettons que ce soit des Germains, repoussaient une autre tribu, qui celle-ci était celte, celle des Suèves. Ils les repoussaient vers le sud. Et ces Suèves, conduits par leur chef Arioviste, franchirent le Rhin en 61 avant Jésus-Christ. Mais ils ne le faisaient sur invitation, car les Séquanes avaient appelé les Suèves à l'aide contre leurs rivaux, les Éduins. Et les Suèves rendirent aux Séquanes le service de les aider à battre les Éduins, mais une fois sur place, ils s'y trouvèrent fort bien et décidèrent d'y rester. Si bien qu'en 60, les Séquanes et les Éduins se réconcilièrent pour repousser les Suèves. Pour l'instant, tout cela ne concerne guère Jules César ni les Romains. Mais en 58, les Helvètes, qui occupent ce qui est actuellement la Suisse, se sentirent menacés par cette présence des Suèves. Et ils décidèrent non pas de brûler leurs vaisseaux, puisque la Suisse n'est pas au bord de la mer, mais de brûler leurs villes et d'abandonner leur pays pour aller s'installer ailleurs, dans un coin plus tranquille. Ils se mirent en route avec leurs femmes et leurs enfants, et leur destination était probablement du côté de Toulouse. Et ce mouvement, évidemment, menaçait les tribus voisines, les Séquanes et les Éduins, que nous connaissons maintenant. Et notamment les Éduins, qui sont relativement proches de l'Empire romain, étaient en très bon terme avec lui, c'étaient les alliés de Rome, et donc ils demandèrent tout naturellement l'aide de Rome, en l'occurrence le proconsul de la Gaule narbonnaise et de la Gaule cisalpine, Jules César. Ce qui prouve qu'il n'avait pas lu les fables de La Fontaine, car La Fontaine dit « Petit prince, réglez vos débats entre vous, de recourir au roi, vous seriez de grands fous ». En effet, César était tout content et profita de l'occasion pour pénétrer dans les Gaules. Il rend bien service puisqu'il commence par battre les Helvètes à Bibracte, qui est la capitale des Éduins. Et il renvoya ces Helvètes chez eux en leur donnant l'ordre de ne plus jamais en repartir. Voilà une bonne chose de fait, et les Gaulois en sont tout contents, et de toute la Gaule, les chefs de tribu envoient des ambassadeurs à Jules César pour le féliciter de ses bons et loyaux services. Merci, cher ami. Pour l'instant, César est donc le bienvenu. Surtout qu'en 58, Arioviste, toujours lui, menaça Besançon, c'est la capitale des Séquanes. Donc César, toujours prêt à rendre service, établit son armée dans la ville, et c'est là qu'il battit Arioviste. Et il leur accompagna jusqu'au Rhin, qu'il n'aurait jamais dû franchir dans l'autre sens. Mais tout ce trajet vers le Rhin le rapprocha des Belges, dont il dit lui-même que ce sont les plus farouches des Gaulois, ils ne connaissent pas bien les Romains, ils sont bien loin, et ils sont un petit peu maris de voir ces Romains s'approcher de chez eux. Ils s'unirent donc tous contre lui, mais César les battit quand même, et il soumit ainsi la Gaule belgique. Et il continua sa route, un grand mouvement tournant à travers les Gaules, et en 56, il battit les Vénètes sur mer. Les Vénètes, dit-on, ont donné leur nom à la ville de Vannes. Et les Vénètes naviguaient à bord de grands bateaux avec des voiles de cuir, des bateaux à voile et non pas des bateaux à rames, donc des bateaux hauts sur l'eau qu'il est difficile d'éperonner pour les galères romaines. La situation était donc difficile, mais César eut l'idée de fabriquer de très longs faux. Avec ces faux, ils coupèrent les cordages qui retenaient les voiles, et les voiles pendirent lamentablement, et les bateaux vénètes furent immobilisés. Ainsi, les Romains purent les prendre d'assaut et sortir vainqueurs du combat. Ce combat qui fut la première étape de la soumission de l'Armorique, ce qu'on appelle aujourd'hui la Bretagne. Et Jules César, évidemment, ne faisait pas tout seul, et c'est l'un de ses lieutenants qui soumit l'Aquitaine. César se trouve maintenant un petit peu chez lui en Gaule, et en 55, il retourne en Gaule belgique pour repousser des envahisseurs venus de l'autre côté du Rhin, que lui appelle des Germains, mais qui en réalité, même s'ils sont quelquefois mélangés à des Germains, sont essentiellement des Celtes. Je ne le répéterai jamais assez. Et pour accomplir cette expédition, il fit construire par les ingénieurs, qui faisaient une des forces de l'armée romaine, un pont sur le Rhin. Ils sont forts, ces Romains. Et puis en 55 et en 54, César lança deux expéditions contre la Bretagne, ce qu'on appelle aujourd'hui la Grande-Bretagne, mais qui est la véritable Bretagne à l'époque et qui est peuplée de Celtes. C'est en fait une Gaule au-delà des mers. Pour cela, il ne fit pas venir des bateaux de la lointaine Italie, il les fit construire sur place, toujours par les ingénieurs de l'armée romaine. Toutefois, la Bretagne ne fut véritablement conquise qu'en 43 avant Jésus-Christ, donc en fait après la mort de Jules César. Mais il y a toujours des mécontents, et un certain Ambiorix, chef des Éburons, se révolte en 54 contre les Romains. Et César doit de nouveau franchir le Rhin,
et il bat Ambiorix en 53 avant Jésus-Christ. C'est Ambiorix est célébré en Belgique comme une sorte d'ancêtre de la Belgique. C'est évidemment complètement anachronique. La Belgique, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est très très loin, de même que la France, d'exister. Mais enfin, Ambiorix, c'est un peu le Vercingétorix des Belges. Ça leur fait plaisir, ça permet de mettre de jolies statues en bronze sur les places. Très décoratif, mais pas très historique. Voilà, les Gaules sont à peu près conquises, et César a droit à un repos bien mérité, et il rentre à Rome. Il rentre à Rome d'autant plus volontiers qu'il faut qu'il surveille un petit peu la vie politique, car ses rivaux Pompée et Crassus pourraient bien s'arroger le pouvoir sans lui.